On mate les sociétés par le marché du travail, quand on est une classe dirigeante comme la bourgeoisie. Ah ben, bien sûr que non, le salaire à vie ne suffit pas, c'est un des éléments de la citoyenneté enrichie à la maîtrise de l'économie dont j'ai parlé. Parce que, prenons par exemple un capitaliste qui met la clé sous la porte et qui décide de fermer une usine, comme ça se passe tous les jours depuis des décennies maintenant. On peut évidemment se battre, et il faut se battre, pour que les salariés gardent leur salaire. C'était le cas dans la sidérurgie lorraine, par exemple, où les salariés, les usines ont fermé, mais ils ont gardé leur salaire de 48 ans jusqu'à leur retraite. Sauf que la sidérurgie, elle a disparu. Et que ces salariés, certes, ils ont pu développer des activités nouvelles, mais enfin, globalement, les lieux qui étaient des lieux de grande production de valeur économique sont devenus des lieux de très faible production de valeur économique parce que les salariés ne maîtrisaient pas l'investissement, ne maîtrisaient pas l'outil de travail. Donc il ne suffit pas d'avoir un salaire à vie. Hein. C'est une condition nécessaire pour échapper au marché du travail, au chantage à l'emploi, se poser comme des supports de droit, et en mesure de les faire valoir parce qu'on ne craint pas de perdre son emploi, ce qui est quand même aujourd'hui un des éléments décisifs pour que les gens ferment leur gueule, ça c'est clair. On mate les sociétés par le marché du travail, quand on est une classe dirigeante comme la bourgeoisie. Mais faire sauter la chape de plomb du marché du travail n'est pas du tout suffisant. On a vu que le cœur du capitalisme, c'est la propriété lucrative. Il faut donc faire sauter la propriété lucrative. Il faut exproprier les propriétaires, les exproprier sans indemnisation, parce que ça fait depuis des lustres de toute façon qu'ils exploitent le travail d'autrui, ils ont largement gagné avec leurs propriétés pour qu'on les exproprie sans indemnité, bien sûr. Et il s'agit de poser que les salariés deviennent les copropriétaires d'usage. Hein. Copropriétaires, c'est-à-dire qu'ils décident. Hein. Il est clair que tant qu'on n'est pas propriétaire, on ne décide pas. Or, il est urgent que nous décidions. Mais c'est nous qui savons quelle doit être l'industrie, quelle doit être l'agriculture, quelle doit être la culture, comment doivent être les transports. C'est nous qui devons le décider, c'est nous qui savons ce qu'il faut. C'est nous qui sommes intelligents collectivement. C'est pas des espèces de grands hommes qui, souvent à l'autre bout de la planète, depuis les ordinateurs fous avec lesquels ils manipulent les marchés financiers, sont aptes à décider. Tout ça, c'est de la folie totale. Il faut absolument en finir avec cela. Donc nous devons être les copropriétaires d'usage pour pouvoir décider. Décider de la hiérarchie, décider de l'investissement, décider du travail concret qui va être fait, décider des conditions de travail, décider des accords internationaux à passer, parce que énormément de production se fait dans un cadre d'une division internationale du travail. Voilà ce qu'est être copropriétaire. Les salariés vont être copropriétaires du lieu, de l'outil qu'ils utilisent. Et ils vont être copropriétaires d'usage, c'est-à-dire qu'ils ne vont en tirer aucun revenu. L'entreprise ne va distribuer aucun dividende, aucune part sociale, comme le font certaines coop. Hein. Certaines coopératives aujourd'hui distribuent des parts sociales. Non, tout cela, ça reste des reliquats de propriété lucrative qui doivent disparaître. Les salariés arrivent dans l'entreprise comme copropriétaires et ils s'en vont en ne tirant aucune ressource du fait qu'ils ont été copropriétaires d'usage. Et pendant qu'ils sont salariés, il n'y a pas de prime, il n'y a rien du tout. Le salaire, c'est le salaire que leur verse la caisse des salaires
en fonction de leur qualification. Alors, ils pourront en revanche gagner en qualification au cours de la présente entreprise, passer une épreuve et partir avec un salaire supplémentaire, mais qui n'est pas versé par l'entreprise. L'entreprise, elle cotise. Pour qu'il y ait un salaire à vie entre 18 ans et la mort, un salaire garanti comme droit politique aux 50 millions de personnes qui, en France, c'est un droit du sol bien sûr, aux 50 millions de personnes qui vivent en France et qui ont plus de 18 ans, un salaire à vie par exemple qui démarre à 1 500 € et qui termine à 6 000 € s'il y a 4 niveaux de qualification par exemple, avec un salaire moyen de, mettons, j'ai pris un chiffre pour faire un calcul qui soit tout à fait plausible dès maintenant, de 2 200 € par mois, net, c'est-à-dire 25 000 € par an. Eh bien, si on veut attribuer un salaire à vie en moyenne de 25 000 € par an aux 50 millions de personnes, je n'ai pas dit de Français, hein, de personnes, y compris des gens qui arrivent, hein, c'est un droit du sol. Aux 50 millions de personnes qui vivent en France et qui, résidant en France, contribuent à la production de valeur économique sur le territoire, il faut, ma foi, 50 millions de fois 25 000, c'est-à-dire 1 250 milliards d'euros. C'est-à-dire ce que nous consacrons déjà au salaire globalement, hein, 60% du PIB. Mais il faut donc instituer une cotisation de 60% de la valeur ajoutée des entreprises. Alors, pas d'un coup, hein, la Sécu ne s'est pas faite d'un coup. On a vu par exemple qu'on peut commencer par instituer une cotisation de 5% pour assurer un salaire à vie, enfin le premier niveau de qualification aux 18-25 ans. Bon. Si on veut qu'il y ait une retraite avec salaire à vie à 55 ans, il faut aussi augmenter le taux de cotisation. Tout ça, ça fait partie donc d'une mise en place d'une caisse des salaires, enfin d'une caisse avec ses déclinaisons locales bien sûr, hein, mais une caisse qui recueille une cotisation au taux unique à l'échelle nationale de 60% de la valeur ajoutée. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Il faut que ces titulaires d'un salaire à vie, avec un droit à la carrière salariale, qui fait qu'ils pourront passer de 1 500 à 6 000 € en passant des épreuves, s'ils le veulent, hein, beaucoup n'iront pas à 6 000 € bien sûr, mais ce sera quand même une possibilité offerte à tout le monde, bien sûr. Et ça ne suffit pas, encore faut-il maîtriser l'investissement. Encore faut-il être donc propriétaire, maîtrisant l'investissement, parce que débarrassé de la propriété lucrative. Bien là, c'est pareil, il faut que nous remplacions la propriété lucrative par une propriété d'usage s'appuyant sur une cotisation économique. Actuellement, 35% du PIB, 700 milliards sur les 2000 que nous produisons, vont aux propriétaires, hein, propriétaires directs, actionnaires ou prêteurs. 35% du PIB sont une ponction par des propriétaires au titre de la propriété lucrative sur la valeur que nous créons. Nous allons supprimer cette ponction. C'est nous qui avons produit 700 milliards, c'est nous qui devons les récupérer. Il faut les convertir, ces 700 milliards, en investissement, pas uniquement, on verra aussi en cotisation gratuité. Eh bien, par exemple, on peut décider que ces salariés copropriétaires des entreprises vont conserver 15% de la valeur ajoutée pour l'autofinancement, c'est-à-dire le renouvellement du matériel. Sur un PIB de 2000 milliards, ça fait 300 milliards qui sont conservés dans les entreprises. Et il y a une délibération des copropriétaires sur l'usage de ces 300 milliards pour renouveler l'outil de travail. Ça ne suffit pas, hein. Aujourd'hui, vous n'avez que 400 milliards d'investissements, dont la construction immobilière, ce qui est un investissement, si on veut, mais pas vraiment productif. Il n'y a que 300 milliards d'investissements productifs aujourd'hui, pour 700 milliards de profits.
il faut au moins doubler l'investissement productif à 600 milliards. Eh bien, on va par ailleurs créer une cotisation économique à hauteur de 15% de la valeur ajoutée, qui va générer 300 milliards qui iront dans des caisses d'investissement. Et ces caisses d'investissement, elles ne vont pas prêter. On va supprimer le crédit. Hein. C'est très important ça, supprimer le crédit. Pourquoi est-ce qu'il y a du crédit? Il y a du crédit parce qu'il y a eu prédation. Le propriétaire nous pique, et ensuite il nous prête. Enfin, il nous prête. Les marchés des capitaux, qui sont l'addition de la prédation des propriétaires, vont ensuite faire crédit pour un investissement sur lequel nous n'avons aucune prise. Hein. Ce sont les propriétaires qui décident de ce qui va être produit, où, par qui, etc. Mais disons que ce crédit n'existe que parce qu'il y a eu prédation. Hein. Je te pique, je te prête et tu me rembourses. C'est assez intéressant comme mode de fonctionnement. Je te pique, tu me prêtes, je te prête, pardon, tu me rembourses, avec un intérêt en plus. Et un taux de rendement de l'intérêt tout à fait considérable. Hein. Le retour sur investissement, c'est 15%. C'est des trucs à 2 chiffres, hein, aujourd'hui exigés par les propriétaires. Alors même que le PIB augmente de 1, 2, 3%. Enfin, c'est une prédation inadmissible, enfin, totalement illégitime. Hein. Bon. Nous allons supprimer le crédit, c'est-à-dire que les caisses, elles vont répartir ces 300 milliards qu'elles collectent en examinant les projets d'investissement que leur soumettent les entreprises et en subventionnant les projets. Il n'y a pas besoin de rembourser un investissement qui correspond à la valeur que nous avons produite. Il n'y a aucune raison de le rembourser. Hein. Donc nous allons supprimer le crédit en matière d'investissement. Je résume ce qu'est ce droit de qualification personnelle à 18 ans. Tout le monde à 18 ans, 1, a droit au salaire à vie. Il y a une carrière salariale, par exemple entre 1 500 et 6 000 euros avec des épreuves de qualification. 2, à 18 ans, on attribue à chacun le droit de propriété d'usage de tous les outils de travail sur lesquels il va travailler. Il en est propriétaire d'usage. C'est-à-dire qu'il en est propriétaire d'un usage exclusif. Hein. Ce n'est pas un autre qui travaille sur les outils. Ce n'est pas des autres qui travaillent sur l'outil dont le collectif est propriétaire d'usage. Il n'en est que propriétaire d'usage, c'est-à-dire qu'il n'en tire aucun revenu. Et donc, dans le droit de propriété attribué à chacun à 18 ans, ça va être le droit de d'élire les directions, de décider des directions des entreprises là où il va passer, le droit de décider de ce qui va être produit, de la façon dont c'est produit, etc. Et troisième élément du droit de qualification personnelle qui va enrichir le droit de citoyenneté à 18 ans et faire que notre citoyenneté qui aujourd'hui est morte quasiment, avec un effondrement des effets du droit de suffrage et un pourrissement politique tout à fait dramatique, cette citoyenneté, nous allons l'enrichir d'un troisième droit sur la valeur économique, c'est-à-dire le droit de délibérer dans les caisses de salaire, dans les caisses d'investissement et dans les caisses de gratuité, une institution dont je n'ai pas parlé encore, parce qu'il va falloir évidemment que nous étendions la sphère de la gratuité. Hein. On ne peut pas en rester simplement à la santé et à l'école, comme aujourd'hui. Il faut aussi le logement. Il faut absolument que le logement devienne gratuit. Il faut aussi les consommations les premières consommations d'eau, d'énergie, etc. Il faut aussi les transports de proximité. Tout ça doit être gratuit. Mais si l'on veut assurer des services publics dans tous ces domaines-là, il ne faut pas se contenter d'une cotisation investissement qui va permettre de financer l'investissement de ces services publics, d'une cotisation salaire qui va permettre de financer les salariés de services publics. Il faut aussi une cotisation gratuité qui va financer les dépenses courantes de fonctionnement
de ces services publics. Un hôpital, c'est pas simplement des salaires des soignants et l'investissement, c'est aussi le petit matériel, l'entretien des locaux, l'énergie, que sais-je encore. Si on veut que la prestation de l'hôpital soit gratuite, encore faut-il que toutes ces dépenses soient couvertes par une cotisation gratuité qui pourrait être donc de 10% de la valeur ajoutée de l'entreprise. Je me résume. Chaque entreprise affecte 60% de sa valeur ajoutée à une cotisation salaire, conserve 15% de sa valeur ajoutée pour l'autofinancement, affecte 15% de sa valeur ajoutée à une cotisation économique et affecte 10% de sa valeur ajoutée, les 10% qui restent, à une cotisation gratuité qui va à des caisses qui gèrent les services publics. Donc on est là dans le troisième dimension du droit de qualification, hein. Première dimension, salaire à vie et carrière salariale. Deuxième dimension, copropriété d'usage des entreprises. Troisième dimension, participation à la délibération des caisses. Et j'oublie aussi, participation au jury de qualification, hein, pour définir les critères de qualification, la hiérarchie des qualifications et l'attribution des qualifications aux personnes. Tout cela est possible. Dans l'immense vol de notre histoire que fait le capitalisme, qui nous vole notre histoire populaire, j'ai montré comment il nous raconte que c'est le capitalisme de 1945 qui voulait qu'il y ait la Sécu, enfin, etc., etc. Il nie évidemment que ça a été révolutionnaire. Il y a entre autres, mais l'oubli organisé du fait que de 1945 à 1960, pendant 15 ans, la Sécu, c'est-à-dire à l'époque l'équivalent du budget de l'État, a été gérée par qui? Par des salariés élus, dans des élections qui avaient lieu tous les 5 ans, en 1947, en 50, en 55, en 60, elles ont été repoussées, De Gaulle voulait les supprimer, quand il arrive au pouvoir en 58, il n'y arrive pas, il les repousse en 62, finalement il les supprime en 67. Mais nous avons donc une démocratie sociale dans laquelle les conseils d'administration ont tout le pouvoir et élisent les directions. Pendant 15 ans, les directeurs ont été élus. De Gaulle, quand il arrive au pouvoir, supprime les élections des directeurs par un décret de mai 60. Bon, De Gaulle est un adversaire acharné de la démocratie sociale, mais vous voyez comment on a déjà l'expérience, une expérience massive, de la possibilité de gérer, et ça se passait très bien, de gérer collectivement, puisque c'est notre valeur, produite par notre travail, de gérer collectivement les caisses d'investissement, les caisses de salaire ou les caisses de gratuité. Tout ça est possible, tout ça a déjà été fait, nous pouvons l'étendre, le généraliser, c'est ça, continuer la révolution, c'est pousser plus loin un déjà là révolutionnaire. La question va se poser, comme elle se pose d'ailleurs déjà, hein, aujourd'hui. Là, vous avez des retraités qui ont un niveau de salaire et qui disons, ne contribuent que très moyennement à la production de valeur économique. La situation va se présenter aussi d'une autre façon, c'est-à-dire que là, par exemple, supposons quelqu'un qui ait, je sais pas, un niveau 3 de qualification dans le métier qu'il a exercé depuis 10, 20, 30 ou 30 ans, et puis qui décide de passer à tout à fait autre chose, dans lequel il est forcément débutant, il va être payé au niveau 3 de qualification alors qu'il est débutant dans ce qu'il fait. Peut-être même qu'il sera, du coup, dans un collectif de travail dans lequel il sera mieux payé que des gens qui ont de l'expérience dans ce nouveau métier, mais qui n'ont qu'un niveau 2 de qualification, par exemple. Donc,
la distance entre la qualification, c'est-à-dire la reconnaissance attribuée à la personne d'une contribution à la production de valeur économique, et la production de valeur d'usage, celle qui s'exprime dans un métier, dans un travail concret, cette distance, de toute façon, elle est inhérente à la vie en société. C'est pas, là, vous ne faites que souligner un cas particulièrement visible de quelque chose qui est permanent. C'est-à-dire que la valeur économique n'est pas la mesure de la valeur d'usage. Pas du tout. Vous pouvez payer très bien quelqu'un qui produit des médicaments dangereux. Il est très bien payé parce que l'industrie pharmaceutique est en mesure de récupérer toute une partie de la production de valeur économique du pays sous des formes diverses et variées, et du coup d'attribuer éventuellement, alors à ses propriétaires des sommes farfelues, mais à ses salariés des salaires élevés, alors même que ils produisent des médicaments qui sont dangereux ou inutiles. La valeur économique n'est pas la mesure de la valeur d'usage. Et faire société, c'est justement gérer cette distance. C'est assumer qu'il y a du pouvoir dans la production, que ce pouvoir s'exprime par la valeur économique, et que ça génère nécessairement des situations qui, vues du point de vue de la valeur d'usage, paraissent injustes, et le sont. Donc, le fait de passer de la qualification du poste à la qualification de la personne n'amplifie pas cette situation. Elle ne la réduit pas forcément non plus. Je crois qu'il faut assumer. C'est un discours qui est assez difficile à entendre par tout un tas d'alternatifs qui pensent qu'encore une fois, on va sortir du capitalisme en sortant de la problématique de la valeur. Il faut au contraire assumer la violence qui est inhérente à la valeur économique. Mais j'insiste tout de suite quand même sur le fait que la violence inhérente à la hiérarchie des salaires et à la qualification personnelle d'une hiérarchie des salaires, dans la hiérarchie des salaires, n'a rien à voir avec la violence capitaliste. C'est une violence, puisque quelqu'un qui a un niveau 3 de qualification va être plus payé que quelqu'un qui a un niveau 2 de qualification, alors même que la valeur d'usage qu'il produise peut être la même. Mais c'est une violence qui n'a rien à voir avec la violence capitaliste, dans laquelle soit vous êtes propriétaire, et là vous empochez le morceau, soit vous êtes non propriétaire, et là vous êtes un mineur social, sans pouvoir sur votre travail. Là, ça va être des copropriétaires qui vont décider de la hiérarchie, décider de ce qui va être produit, qui vont tous être titulaires d'un salaire à vie, sans qu'il y ait possibilité de chantage à l'emploi, etc., etc. Donc vous voyez que la violence maintenue, parce qu'encore une fois, qui dit société dit violence gérée dans la valeur économique, la violence continuée à travers la hiérarchie des salaires, le fait qu'on ait des niveaux différents de qualification, est quand même incroyablement réduite par rapport à la violence actuelle. Sortir du capitalisme, c'est pas supprimer la violence. Sortir du capitalisme, c'est en finir avec la forme capitaliste de la violence économique et mettre en œuvre des formes infiniment moins violentes
de violence économique. Donc oui, bien sûr, que va continuer à nous interroger en permanence la distance entre la contribution que je fais à l'utilité sociale de mon travail, et la valeur économique qui est attribuée à mon travail. Cette distance-là, elle est insurmontable. Alors la différence, je pense qu'elle saute aux yeux entre un revenu de base et un salaire à vie, puisque à 18 ans, c'est à 18 ans, c'est pas à la naissance. 2, à 18 ans, on attribue un salaire, pas un revenu de base, un salaire lié à la qualification, avec donc une possibilité de carrière salariale, j'ai donné l'exemple, entre 1500 et 6000 euros. 3, c'est inséparable de la copropriété d'usage des entreprises et de la délibération dans les caisses d'investissement, de salaire, de gratuité et dans les jurys de qualification. Le salaire universel, c'est donc un projet de remplacement général de la pratique de la valeur. C'est pas quelque chose qui vise à faire deux parts dans nos vies, la part de, je reprends les termes de Gorz, de l'autonomie, avec des activités libérées du marché du travail, que l'on fait dans le cadre des 800 ou 1000 euros qu'on touche de manière inconditionnelle. Et puis la part de l'hétéronomie qui demeure, puisque comme ces 800 ou 1000 euros ne pourront pas assumer toute la production, il y aura toute une partie de la production qui continuera à être assumée avec de l'emploi, du marché du travail, de la propriété lucrative et du crédit. Il ne s'agit pas de faire deux parts dans nos vies, il ne s'agit pas de faire deux parts dans le fonctionnement de la production, l'une qui serait libérée du capital, l'autre qui ne le serait pas, parce que ça ne marche pas, c'est tout à fait clair. Il s'agit d'en finir avec le capitalisme, et pour ça d'en finir avec le marché du travail. Réellement, pas en disant on va distribuer à tout le monde des revenus qui lui permettent de ne pas aller sur le marché du travail, ce qui n'est pas vrai. Parce que, individuellement, ces 800 ou 1000 euros par mois ne vont pas suffire, sauf à être dans une yourte au milieu de la campagne à faire du bio, et encore, c'est pas tout à fait sûr que ces 800 euros suffiront. 2, encore une fois, à l'échelle macroéconomique, ces 800 ou 1000 euros distribués comme revenu de base ne permettront pas d'assumer toute la production de transport, d'énergie, de culture, etc., qui est nécessaire à la vie sociale. Donc il restera bien une sphère capitaliste qui n'est pas atteinte par la constitution d'une production libérée du capital, et pas si libérée que ça, puisque, en fait, pour la financer, on ira chercher une taxation de la production capitaliste. C'est un impôt pris sur la production capitaliste qui financera ce revenu de base. Mais alors, s'il n'y a plus de production capitaliste, quid de revenu de base, etc. Je ne voudrais pas aligner à l'infini les impasses de ce projet, mais parce que il a une proximité avec le projet de salaire universel qu'il faut souligner. Je vais y venir, mais il saute aux yeux, à mon avis, de tous ceux qui ont pu voir
le début de nos entretiens autour d'un droit de citoyenneté qui garantit la propriété d'usage, la maîtrise de l'investissement, la suppression du crédit, avec le salaire à vie. Le salaire à vie n'est pas un isolat, c'est un élément d'un dispositif général de remplacement des institutions du capital par des institutions du salariat. Alors, qu'est-ce qu'a de commun, cela dit, le revenu de base et le salaire à vie? Ben, c'est la déconnexion du revenu et de l'emploi. Ça, c'est tout à fait, effectivement, décisif comme proximité. Et il y a une partie de la bagarre qui est commune, hein, qui est la bagarre contre l'idéologie du mérite, contre l'idée qu'on a droit à ressources que si on se fait chier dans l'emploi, ou etc., etc. Le refus de l'emploi, sauf qu'à mon avis n'est pas cohérent chez les prétendants de revenus de base, puisqu'il laisse nécessairement une sphère à l'emploi. Hein. Dans ce que je dis, il n'y a plus de place pour l'emploi du tout. Hein. Nous sommes des refuseurs de l'emploi cohérents. Hein. Ce que ne sont pas les partisans du revenu de base. Mais il y a donc dans le refus de l'emploi quelque chose de tout à fait commun et qui nous rapproche. Hein. Et cela dit, est-ce que le revenu de base serait un premier pas vers quelque chose qui est meilleur, à savoir, mais de plus long terme, plus utopique, que sais-je encore, que le revenu de base, à savoir le salaire universel? Non, ce n'est pas un premier pas, parce qu'un premier pas, il doit aller dans la bonne direction, pas dans la mauvaise. Bien sûr qu'il faut des revendications intermédiaires vers le salaire à vie. Hein. J'en ai cité quelques-unes. Hein. Démarrer par les 18-25 ans, commencer par baisser l'âge de la retraite à 55 ans, puis 50 ans, créer une cotisation économique pour commencer à financer de l'investissement sans crédit. Enfin bon, nous avons évidemment besoin de premiers pas. Mais tous les premiers pas que je viens de dire, ils vont dans le sens d'un droit politique à la qualification, pas d'un revenu de base, qui, au contraire, en laissant intactes les institutions du capital, qu'il ne fait que repousser pour faire place à une activité autonome financée, cela dit, par une taxe sur les institutions du capital, précisément, qui donc du coup les légitime, les rend nécessaires. Le revenu de base n'est pas un premier pas vers le salaire à vie. Je reviens sur la distinction entre revenu et salaire et sur un revenu à la naissance et un salaire à 18 ans. Le salaire, c'est ce qui reconnaît la contribution à la production de valeur. Le revenu, c'est un univers lexical qui nous renvoie plutôt aux besoins. Nous sommes des êtres de besoin qui avons droit à du revenu. Mais c'est précisément ce mépris anthropologique du capital pour nous autres, qui fait de nous des êtres de besoin. Je ne m'en vais pas le revendiquer, je refuse. Je ne suis pas un être de besoin qui a droit à du revenu. Je suis un producteur, nous sommes collectivement des créateurs qui avons droit à du salaire. Alors pourquoi à 18 ans et pas à la naissance? Mais parce que ce n'est pas le fait d'exister qui fait que je produis de la valeur économique. Produire de la valeur économique, c'est produire des valeurs d'usage auxquelles on attribue de la valeur économique. Et le fait d'attribuer un droit politique à la qualification, au moment où
on devient des êtres politiques avec une citoyenneté reconnue à 18 ans, me paraît être le bon âge. Alors ça peut être 16 ans si la citoyenneté politique est à 16 ans, bien sûr. Rien n'implique dans la proposition d'une qualification personnelle dans les 3 dimensions que j'ai dites, hein, de carrière salariale avec salaire à vie, de maîtrise des caisses diverses et de copropriété sociale des entreprises, rien n'implique en soi la croissance. Je ne dis pas que la croissance va disparaître par enchantement. C'est la délibération politique qui va décider. À partir où nous sommes maîtres de la valeur, enfin, c'est nous qui décidons du niveau de valeur qui est produit. Je ne préjuge pas de ce qui va être décidé. Donc je pense qu'il faut en permanence, bien sûr, mener une éducation à un usage rationnel de la nature dans notre travail concret. Encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste du travail concret. Je réfléchis à partir du travail abstrait, de la valeur. Hein. Et la valeur, cela dit, les conditions de la valeur sont déterminantes dans la production de valeur d'usage. C'est pour ça que changer les conditions de la valeur est nécessaire si l'on veut changer la production de valeur d'usage. La réflexion sur la croissance porte sur la production de valeur d'usage. Hein. Est-ce que nous produisons trop de valeurs d'usage? Est-ce que nous produisons des mauvaises valeurs d'usage? Est-ce que les valeurs d'usage que nous produisons mettent en péril la collaboration avec la nature que représente tout travail concret? Ce sont des questions absolument centrales auxquelles moi je n'ai aucune réponse. Ce n'est pas mon domaine de recherche. Hein. Mais ce que je sais, c'est que nous ne pourrons changer la production de valeur d'usage, ce que je crois absolument nécessaire, que si nous sommes maîtres de la valeur économique. Comment voulez-vous, par exemple, en finir avec l'absurdité de centrage du transport sur les autoroutes ou sur les grandes lignes de la SNCF si la valeur économique en matière de transport est décidée par un capitaliste chinois ou la famille Peugeot ou des dirigeants de la SNCF sur lesquels les salariés de la SNCF n'ont aucune prise. Si nous voulons effectivement qu'il y ait du fret ferroviaire, que la densité du transport en commun retrouve, parce que nous avons fermé des tas de lignes secondaires depuis 50 ans, hein, retrouve la priorité qu'elle doit avoir, encore faut-il changer la pratique de la valeur économique. Ensuite, je ne préjuge pas de ce qui sera fait par le peuple souverain. Moi, je n'ai pas de... j'ai aucune prise sur cette affaire, bien sûr. Hein. Mais la condition pour qu'il y ait possibilité pour le peuple souverain de décider des valeurs d'usage qui vont être produites, c'est que la pratique de la valeur change. Aujourd'hui, la pratique de la valeur capitaliste génère une course folle à la production de marchandises qui
qui nous entraîne dans une croissance indifférente aux valeurs d'usage produites. Et ça, c'est bien lié à la logique capitaliste. Le fait que ce qui importe aux propriétaires des moyens de production, c'est de valoriser leur capital, quoi qu'ils fassent produire par leurs salariés. Si c'est du Mediator, ils s'en foutent. De toute façon, c'est Henri Servier. Si nous supprimons la propriété lucrative, si nous supprimons le chantage à l'emploi qui fait que les salariés n'osent pas et ne peuvent pas intervenir sur ce qui est produit, si nous supprimons la mesure de la valeur par le temps, qui génère une baisse du taux de profit, je n'ai pas le temps de rentrer dans une explication telle que Marx le fait remarquablement dans le Capital, une baisse du taux de profit que le capital va tenter de contrer dans une fuite en avant éperdue dans la marchandise, qui nous mène dans le mur du point de vue écologique, etc. À partir du moment où nous en avons fini avec ces institutions, il y a toute une série de ressorts de l'absurde croissance capitaliste qui sautent. Mais est-ce que ça veut dire que nous serons collectivement responsables et raisonnables dans la production de valeur? Ça, je n'en sais strictement rien. Cela dit, c'est quand même extrêmement décisif qu'en supprimant la mesure de la valeur par le temps, qui génère une course éperdue à la baisse du temps de travail vivant par unité produite, des gains de productivité totalement aberrants, un rapport au temps entièrement aliéné. Et à contrario, donc, du coup, parce que ça génère une baisse du taux de profit qui engendre une course à la marchandise totalement éperdue, à partir du moment où nous aurons supprimé ces institutions, nous faisons quand même un grand pas dans la possibilité d'une maîtrise raisonnable de la production de valeur d'usage. Donc, j'insiste sur le fait que la qualification de la personne n'est en aucun cas génératrice d'une course à la croissance, elle n'en a pas besoin, d'autant que, et c'est vraiment le cœur de l'argumentation, aujourd'hui, de quoi sommes-nous victimes? Nous sommes victimes de ne pas maîtriser la valeur. Et donc de laisser à la folie capitaliste le soin d'en décider. Mais nous sommes aussi victimes de ce que je combats en permanence depuis que je travaille sur la sécurité sociale, de l'idée que pour qu'il y ait des services publics et de la sécu, il faut d'abord commencer par produire, parce que les services publics et la sécu, c'est une ponction sur la valeur. Or, j'ai passé mon temps, depuis le début de l'entretien, à dire que ce n'est pas une ponction. Les services publics et la sécurité sociale, c'est une autre façon de produire de la valeur, sans employeur, sans capitaliste, sans mesure de la valeur par le temps. Et les retraités font plus de liens sociaux que de kilomètres d'autoroute, que je sache. Donc, on a bien déjà avec cela un déplacement. Les services publics, ça produit de l'école, ça produit de la culture, ça produit de la santé. C'est-à-dire des choses qui certes laissent une trace écologique, mais sans commune mesure avec les biens dont l'obsolescence est programmée, enfin, etc., dans la logique du capital. Donc, à partir du moment où on constate qu'il n'y a pas besoin de faire grandir le gâteau, si l'on veut avoir des services publics et de la sécu, parce que les services publics et la sécu sont une façon alternative de faire grandir le gâteau
sous une forme écologiquement beaucoup plus soutenable, bah, on a déjà un gros élément de réponse à la question. Bah, il y a déjà ce que vous faites, c'est-à-dire tout ce qui permet de détourner, de contourner la censure des médias dominants grâce à l'Internet. Il faut rendre hommage à cette possibilité qu'offre l'Internet de faire entendre des voix qui sont largement ignorées dans les médias dominés par la bourgeoisie. En même temps, je reste prudent, hein, parce que l'Internet, ça permet de faire valoir ce que je raconte, mais ça permet aussi, hélas, de faire valoir ce que raconte Soral et autres personnages peu recommandables. Hein. Mais le fait donc d'être présent sur l'Internet par des vidéos les plus pédagogiques possibles, c'est déjà quelque chose d'important. Vous faisiez allusion aux conférences gesticulées de Franck Lepage, c'est aussi une façon de produire un discours qui est bien un discours articulé, qui n'est pas simplement du spectacle, qui n'est pas du tout du spectacle même, qui n'est pas non plus un discours ludique, hein, qui est un discours argumenté, qui s'adresse à un public qui est là pour réagir au demeurant, qui n'est pas au spectacle dans la fascination de l'image, qui interagit, et qui le fait en mobilisant aussi les affects, en mobilisant le fait de se mouvoir dans un espace, en mobilisant des supports visuels, enfin, et ce que nous avons fait récemment au Grand Parquet en ce début de juin 2014, c'est en plus une conférence gesticulée collective, hein, qui a permis à 7 membres du réseau salariat, dont je vais parler tout de suite, auquel j'ai déjà fait allusion dans un précédent moment de notre entretien, avec le soutien de Franck Lepage et d'une autre personne des coopératives de conférences gesticulées, celle de Toulouse. À Neuf-sur-Seine, nous avons pu faire valoir un nous. Hein. C'est pas simplement Friot qui répand une espèce de bonne parole sur les médias alternatifs de l'Internet. C'est un nous qui s'exprime à travers des expériences de gens d'âge, de statut social, de sexe différents, et qui montrent comment on peut s'emparer de toutes ces thématiques-là pour entreprendre de fédérer tous les refus de l'absurdité dans lequel nous fait vivre aujourd'hui la pratique capitaliste de la valeur. Et puis vous avez donc cette association d'éducation populaire, Réseau Salariat. Là, c'est un collectif de militants, mais auquel chacun peut s'agréger. Hein, l'adhésion est très facile. Qui produisent des outils pédagogiques, qui produisent des brochures, qui produisent des vidéos, qui ont des groupes de travail pour réfléchir sur la propriété, par exemple, sur la cotisation, sur enfin, les différents thèmes que soulève la constitution du salariat comme classe révolutionnaire, et qui sont présents aussi dans des manifestations nationales. Je pense à la Fête de l'Humanité, je pense aux universités d'été des partis du Front de gauche ou du NPA, je pense à des manifestations, comme les manifestations contre la réforme des retraites, des manifestations à l'initiative
du syndicalisme de transformation sociale, la CGT, Solidaire, la FSU, la CNT, la présence également dans ces organisations à travers des formations. Nous proposons, c'est pas nous qui les organisons, nous on n'est pas une association de plus, il y a déjà plein d'organisations, enfin on n'est pas une organisation de plus, il y en a déjà pléthore du côté de la gauche anticapitaliste, on va dire, et du syndicalisme de transformation sociale, on ne va pas en ajouter une de plus. Nous on est un service, en quelque sorte, qui est offert. Et ces organisations en question, j'ajoute ATTAC, j'ajoute les Amis du monde diplomatique, j'ajoute des collectifs de chômeurs, j'ajoute les anarchistes dans leurs différentes expressions, j'ajoute des festivals alternatifs, des communautés alternatives. C'est tout ce panel-là, cet arc de militance auquel nous adressons et qui nous sollicite pour des conférences, des formations et qui nous aide aussi dans la constitution d'outils pédagogiques. C'est un travail de fourmi, c'est pas du tout spectaculaire, mais c'est très efficace pour redonner de l'espoir à des militants qui sont aujourd'hui quand même, je dirais, alourdis par des décennies d'échecs, pour donner des horizons aussi, des horizons issus des combats de la classe ouvrière à des collectifs alternatifs qui souvent les ignorent, et qui du coup cherchent dans leur revenu de base ou dans des choses comme ça, des issues infiniment inférieures au déjà là qu'il s'agit de faire fructifier, au contraire. On essaie justement de faire se rencontrer, de fédérer dans des initiatives communes ou parallèles, mais menées dans une perspective commune. La tradition cégéto-communiste, moi je suis porteur de la tradition cégéto-communiste, je suis au Parti communiste, je suis à la FSU, et puis toutes ces traditions-là dont je constate la vitalité chez des jeunes qui ont 30 ou 40 ans ou 20 ans et qui, bien souvent, à tort, à mon sens, ignorent tous les acquis de cette tradition, laquelle leur rend bien en les ignorant eux aussi, et c'est de cette ignorance mutuelle qu'il faut sortir. Je pense que Réseau Salariat contribue à fédérer des formes de militance qui aujourd'hui sont encore trop dispersées. Cette fédération, elle est décisive parce qu'il y a une urgence politique à assumer.